Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui explore les parcours de celles et ceux qui ont décidé de reprendre le contrôle sur leur vie. Créer, entreprendre, évoluer, mais surtout vivre une vie plus alignée. Chaque épisode est une conversation sans filtre autour du business, de la création, mais surtout de la transformation personnelle. Aujourd'hui, j'accueille Laura, prof de yoga, qui possède le studio FIG sur le Vieux-Port à Marseille. On a discuté de son parcours, de pourquoi elle était devenue prof de yoga et de plein de choses super intéressantes. Vous allez voir. Bonne écoute. Du coup, en fait, le studio, moi, comment je le vois, c'est qu'il est arrivé un petit peu comme un signe de l'univers. Ok. Tu voulais lancer un studio en tant que prof de yoga, mais tu t'es pas dit, je vais chercher un studio. Ouais. Là, maintenant, c'est ça que je veux faire à Marseille. Ouais, carrément. Et en fait, l'univers t'a mis ce studio un petit peu Alors, ouais, comme ça. si tu veux, je vois pas du tout les choses comme ça. Enfin, j'ai pas vu les choses comme ça. Mais, comme je te disais du coup tout à l'heure en off, je j'ai pas la vision de c'est l'univers qui m'a apporté ça. En fait, je réfléchis pas à ça. En fait, je préfère pas m'aventurer sur c'est un signe, c'était fait pour moi, voilà. C'est ça, je l'ai pris et j'ai saisi cette opportunité. Ouais. Et après, en fait, dès que je l'ai eu, je me suis activée et voilà. T'as C'est vrai fait que j'ai les pas choses, eu de quoi. répit, en fait. Je me suis pas dit ah, c'est vraiment un signe, c'est sûr que ça va marcher, ou voilà, c'était ma destinée ou autre. En fait, je pense que quand même, on a plusieurs possibilités. Tu vois, j'aurais carrément pu me dire je reprends un salariat ou je reste sur mes cours à domicile, ça me sécurise. Mais je crois que j'aime bien le risque, en fait. Je crois que c'est un truc que j'ai toujours eu, d'aimer les trucs, d'aimer les chemins compliqués. Ok. Ouais, Voilà. en fait, ça te fait te sentir en vie quelque part. On fait. Ouais. Non, mais je comprends. Je suis De un petit peu ressentir de la pareil. difficulté à... Parce que le yoga, et probablement on en reparlera, mais c'est pas un secteur d'activité, le bien-être globalement, Ouais. qui est facile, dans le sens où tout le monde en a besoin, mais en même temps, pas grand monde a le budget, au fond, ou pas grand monde se délivre ce budget. Ouais. Parfois, c'est plus simple d'aller boire une pinte que... Enfin, je veux pas comparer non plus. Hein. Mais si, non, mais c'est ça. Aller On va dans boire la une pinte tous distraction. les soirs que aller voir un psy. Ouais. Voilà, aller en boîte de nuit une fois par semaine que faire un cours de yoga une fois par semaine. Ouais. Je dis pas que ça se vaut, mais en fait, il y a des choses plus faciles et quand même plus socialement acceptables, même si les mentalités changent et que le bien-être est de mieux en mieux accepté et perçu. Et, voilà. Mais c'est vrai que... le commun des mortels doit faire un choix entre se faire du bien et voilà. Ouais, il y a se faire du bien sur le court terme. Oui, Donc, c'est ça. tu vas boire un petit verre, tu sors, tu fumes. En fait, tu vas décompenser de manière un peu court-termiste. Ça va marcher sur le court terme, mais tu le payes en 10 ans. Oui, alors que sûr. si tu choisis de compenser, mais d'une manière un peu plus saine, sur le moment, ça va être peut-être plus difficile, où les gens ils vont dire ouais. Je pense que c'est dans le regard des autres qui est difficile. Aussi de soi, parce qu'en fait, tu n'as pas les résultats directs. Ouais, tu vois, par exemple, un cours de yoga, tu vas pas avoir le même résultat qu'après une pinte. La pinte, ça va te faire sentir directement. C'est vrai. Enfin, on parle de pinte. Oui. Mais ça y est, j'ai l'exemple pinte. On aurait pu avoir une bière avec nous. Mais même le café, tu vois. Non, mais bien sûr. Tu te dis, moi... le café, ça donne direct un boost. Ouais, tu as la vision directe. Mais en même temps, un cours de yoga, tu as quand même les effets du cours. Ouais, c'est relaxant, c'est apaisant. Si c'est un cours intense, ça t'a achevé, ça t'a fait travailler beaucoup de parties du corps que tu n'imaginais pas avant. Mais si tu n'en fais pas régulièrement, tu n'auras pas... les effets long terme. Ouais, voilà, tu n'auras pas les effets long terme. Que, quoi qu'il en soit, l'alcool, c'est vrai que c'est du court terme. C'est et ça, tu as des mauvais effets à long terme. Donc, la balance... quand tu grandis un peu, elle est vite choisie. Comment t'es arrivée au yoga? Très intéressant. Parce que t'as toujours aimé ça, ou c'est arrivé plus tard? Non, c'est arrivé quand même tard. C'est arrivé quand j'avais 20... Enfin, tard, ça va. Hein. J'avais 21 ans. Ah, mais c'est tôt. Non, mais oui, ça va. Ça va, mais je veux dire, il y a des enfants qui ont grandi dans des familles de yogis. Oui. Voilà, moi, pas du tout. Et c'est vrai que... si on reste dans le même thème,
Moi, j'ai eu mes soirées étudiantes, vraiment une vie étudiante très active de mes 18 à 21 ans. Tu faisais quoi comme études? Je voulais faire des études en communication, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais moi, mes parents sont ouvriers tous les deux et avaient du mal à se projeter dans c'est quoi la communication. Ah ok, ouais, je vois. Et famille quand même un peu précaire, en mode on va pas t'amener dans des études longues à rallonge. En fait, pour mes parents, c'était un peu une planque les études. Enfin, tu vois, vraiment la vision, travail, c'est le travail tangible. Si c'est des études, c'est des études courtes. Certains côtés de la vie, ils n'ont pas tort, hein, en fait. Non, pour la vie de maintenant. C'est pas totalement faux, Ouais. mais du coup, voilà. Moi, j'étais douée à l'école. Mes parents n'ont pas trop compris ce que je voulais faire. Et puis, comme ça se passait pas hyper bien avec eux, je me suis dit, je vais faire un truc court. BTS immobilier. J'ai fait 1 an d'immobilier, j'ai trouvé ça horrible. Tu sais, c'était la mode de Stéphane Plaza et autres. C'était toutes ces émissions-là qui glamourisaient vachement l'immobilier. Moi, je me suis dit, bah cool, peut-être que tu réalises les rêves des gens, c'est quand même chouette comme vie. Et en final, l'immobilier, c'est quand même un monde de requins. C'est voilà, vendre pour vendre, louer pour louer. Les personnes qui veulent louer et acheter sont exigeantes et elles ont raison. Et en fait, tu es tous les jours en talons, parce que moi, je mettais beaucoup de talons à l'époque. Costard, talons, hyper Ouais, sapé. c'est ça. J'étais à Rennes et je faisais visiter mes appartes. Et cette vie était, alors que c'était juste des stages, épuisante. Et j'ai rencontré beaucoup de maîtres de stage qui étaient vraiment au bord du gouffre. Ah ouais, ok. Et je me suis dit, ah ouais, milieu vraiment très intense où tu travailles souvent le week-end. Les maîtres de stage, ils sont déprimés. Bon. Et puis moi, j'avais pas vraiment de match avec l'activité de vente ou de location immobilière, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ce que j'ai voulu faire à la base de la communication parce que c'est ce qui était un peu créatif et qui était quand même dans le cursus que je pouvais faire, quoi, assez facilement. Du coup, je me suis réorientée, j'ai fait un BTS communication. Je me suis bien éloignée de mes parents, je suis allée vivre en Lozère pendant 2 ans. Et j'ai rencontré des gens de toute la France. Franchement, c'était très, très cool. Ambiance très cool, mais très soirée quand même. Ouais. Donc, on buvait tous les soirs. Et ensuite, j'ai fait ma 3e année à Bordeaux en alternance. Pareil, tu bois tous les soirs. Tu fais la fête. Et quand même, mine de rien, à 21 ans, tu as 4 années d'études derrière toi où tu as picolé pratiquement tous les jours. Et en vrai, c'est de l'alcoolisme. On n'en parle pas vraiment, mais c'est quand même de l'alcoolisme d'une certaine manière. Et je pense que du passage d'adolescent vraiment à adulte, c'est toujours la sale période où tu te trouves pas très... Moi, je parle pour moi. Tu te trouves pas très belle, tu as mal dans ta peau, tu es un peu timide, tu sais pas comment interagir avec l'autre. Et l'alcool, c'est vraiment ce moyen qui te permet d'aller vers, ça désinhibe, de te sentir bien, en fait. d'oublier tes soucis, de ne pas être dans l'hypervigilance mentale. Et pendant toutes ces années, ça a été alcool. Et je pense que j'étais à Bordeaux, je ne sais pas si on mettra cette partie-là, mais bon, j'étais à Bordeaux en coloc avec une coloc vraiment horrible, mais vraiment horrible. C'était vraiment... je pense qu'on peut appeler, même si j'aime pas trop les clichés, machin, je pense qu'on peut dire que c'était vraiment une perverse narcissique. Okay. Vraiment, je pouvais pas avoir de mec, je pouvais pas sortir, je pouvais pas... Enfin voilà, elle m'a vraiment pris en emprise où j'étais dans une situation alors que la coloc, horrible. Tu fais la fête avec ta coloc. C'est ça. Et non, et en fait... elle prenait de la drogue dure, elle ramenait des clochards à la maison, je devais gérer les gens qu'elle ramenait. Enfin, vraiment, c'était une année très compliquée. Puis mon alternance, c'était compliqué. Tu vois, faire des études en alternance, c'est jamais simple. J'étais dans le vin à l'époque, en plus, à Bordeaux. Et voilà, donc j'avais les études, le travail et la coloc à gérer, qui n'était pas simple. Et tu ne pouvais pas changer, c'était compliqué de changer. Après, souvent, dans ce genre de situation, on s'en rend compte une fois que c'est un peu tard. Alors non, je m'en suis rendu compte très tôt, parce qu'au bout d'1 mois, ou même moins d'1 mois, on a fait une soirée de crémaillère, parce qu'en fait, on se connaissait avant. On avait fait nos études en Lozère avant. Ah ok, du coup, Et on devait faire une coloc à 3. La 3e personne s'est désistée au dernier moment.
Et on s'est retrouvés à 2. Et je pense qu'elle a senti le truc en mode nous, ensemble, si on continue comme ça va être le bordel. Et effectivement, tu vois, c'était l'année de trop où. Et moi, j'avais jamais vécu que à 2 avec cette personne. Et en fait. C'était dur, quoi. C'était très dur. Je pense qu'elle avait trop d'emprise sur moi et j'ai senti, à cette période, à cette crémaillère, que ça allait être compliqué, elle était mal intentionnée, on peut dire comme ça. Parce qu'à cette soirée-là, elle a essayé de retourner des personnes contre moi. Mes potes que moi, j'ai ramenés de Bretagne, tu vois. Donc, et à ce moment-là, je me suis dit, ça va être horrible cette année avec elle. Et tu t'es pas dit, faut que je m'en aille. J'avais un mindset à l'époque qui était quand je m'engage dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Je ne reviens jamais sur ce que je dis. Et du coup, ça, tu t'es dit, on va voir, je vais essayer de régler les problèmes. Non, pas forcément. Mais je vais supporter. Je vais subir. Ah ouais. Je vais subir. C'est horrible. Hein. Mais bon, j'étais toute jeune. Ouais, mais quelque part, après, c'était une manière aussi de vivre. Ça t'a peut-être endurci aussi. Ouais, carrément. Et en fait, pour aller plus loin, parce qu'en fait, le problème, il est encore pire, c'est que pendant ce premier mois, on va dire, avant la crémaillère, avant que je capte que c'était vraiment nocif comme endroit, on avait eu pour projet de mettre une coupure à nos études à la fin de l'année, à la fin de la 3e année de com, pour partir en voyage. Moi, je voulais trop partir en Asie, alors que je ne sais pas trop pourquoi. En fait, j'avais pas. Moi, je voulais trop partir en Asie. Elle voulait trop partir en Amérique du Sud. Et on s'était dit, on partira 1 an, on fera 6 mois. Et pour te dire, je m'étais mis à l'espagnol, parce que moi, j'avais toujours fait allemand à l'école, pour préparer ce voyage. Donc moi, j'avais pour idée de supporter notre an de coloc, voire 1 an supplémentaire avec elle de voyage, quoi. Parce que je l'avais dit. Parce que je l'avais dit. Ok. Non, mais c'est beau. Il y a un truc très noble là-dedans. Ou pas, hein, parce que tu peux vivre très longtemps dans une relation. C'est vrai. Mais il y a un truc, tu vois, c'est bien et pas bien en même temps, tu vois. Mais... Donc, en fait, j'en suis venue, pour revenir à ta question, parce que je me suis grave égarée. Pour en revenir au yoga, ça s'est passé comme ça. J'ai eu ces 4 années très alcoolisées d'études. Ensuite, j'ai eu cette année de coloc qui a été très complexe, un peu sous emprise. Le truc qui m'a sauvée, c'est qu'elle a annulé le voyage avec moi et que moi, un peu par fierté, je me suis dit, je m'en fous, moi, je partirai toute seule. Et je suis revenue vivre chez mes parents, même si ça ne se passait pas hyper bien avec eux. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis au yoga. Avec YouTube, j'avais besoin de faire une coupure avec le monde des soirées que j'avais connu, de me recentrer sur moi. Et ça a été une des seules activités que j'ai aimées, où je me voyais faire ça pendant longtemps, ou qui était... Même si à l'époque c'était un peu pour maigrir, parce que moi j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps, je voyais ça un peu pour maigrir et un peu pour autre chose, mais j'arrivais pas trop à le nommer ou à savoir pourquoi ou machin. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Yoga avec YouTube. Chez tes parents, pour un petit peu, mais trop bien. Voilà. Et tu as adoré ça et après... Ça m'a beaucoup intriguée. En fait, j'en ai fait quand même tous les jours pendant 6-8 mois. La période chez mes parents a duré 6-8 mois où j'ai bossé à l'usine, j'ai mis des sous de côté pour partir en voyage, parce que je voulais partir fonds propres et tranquille et peut-être pour plus d'1 an. Enfin, j'avais pas trop d'idées en tête en fait sur combien de temps ça allait durer. Et quand j'ai eu assez de moyens et que j'ai eu le déclic aussi de partir... T'es partie en Inde? Je suis partie. Alors, j'ai pas commencé par l'Inde. Je voulais trop commencer par l'Inde. Et là, j'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi, mis à part le fait que ça peut être logique, ça peut être pour le yoga. Mais moi, j'ai pas trop réfléchi à ça, tu vois. Encore une fois, j'étais plus dans l'action que dans la réflexion de pourquoi j'ai envie de machin. Ouais, mais c'est bien ça. Ça va assez vite, en fait. Moi, souvent, je pars avant de réfléchir pourquoi je dois partir. Je crois que je fais souvent ça, ouais. En fait, la clarté, c'est le sujet de ma prochaine newsletter. La clarté vient après l'action souvent. On arrive à voir les choses après coup. Avant, ça ne sert à rien, c'est juste le mental qui blablabla et ça ne sert à rien, en fait. Oui, c'est toi qui te racontes des histoires. Et en fait, la vraie histoire, tu l'écris que quand tu fais le premier pas et machin. Mais c'est difficile. Donc, tu es partie en Asie ou... Oui, j'ai commencé par l'Indonésie, l'île de Java. Donc, en fait, j'avais jamais pris l'avion.
même mes parents n'avaient jamais pris l'avion. Et je parlais un anglais de l'école, tu vois. Ouais. Donc, à l'école, tu parles pas anglais, tu l'écris juste. Ouais, c'est un petit peu un truc... Mais je m'étais pas rendu compte à quel point je parlais pas anglais. Tu vois, j'ai pris mon billet, je suis arrivée à Jakarta, en Indonésie. Et là, j'ai dû prendre un taxi parce que j'avais réservé juste ma première nuit à l'auberge. YOLO, quoi. YOLO, de ouf. Du coup, j'avais 22... Ah ouais, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans. Et ouais, c'est super jeune, hein, quand même. Ouais. Très bébé, naïve, mais go. Et là, je dois demander au taxi de m'emmener à l'hôtel. Et là, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Tu vois, le truc le plus banal du monde. Bonjour, j'aimerais aller là. J'ai paniqué, quoi. Parce que c'était une phrase tellement banale, mais en même temps, j'arrivais pas à trouver mes mots. Je me suis dit... L'accent et tout, tu te dis, ouais, c'est... I want to go there. Ça passait pas. J'arrivais pas à trouver ce vocabulaire-là. Je me suis dit, bon, ça va être long. Ça va être compliqué peut-être. Mais à l'auberge, en arrivant à l'auberge, pareil. J'ai booké la nuit pour aujourd'hui à tel nom. C'était compliqué de m'exprimer en disant ça. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais pas préparé ça. Pour moi, j'avais eu mon TOEIC d'anglais, c'était censé passer tout seul. C'est un truc que j'avais pas visualisé que ça pourrait être compliqué, ce moment-là de la langue. Mais peut-être que si tu avais essayé de visualiser, tu aurais eu peur et tu l'aurais pas fait, tu vois. Donc c'est pas mal, hein, C'est vrai. Et puis, cette première soirée à l'auberge, finalement, petite soirée avec les personnes de l'auberge, un rooftop sur Jakarta, et finalement, j'ai fini par parler aux gens et à parler anglais parce que quand tu te détends et que tu es en soirée... Et du coup, tout est arrivé, quoi. Tout est arrivé. Et dès le lendemain, j'ai commencé à vadrouiller dans une autre ville parce que je voulais pas rester à la capitale. Et j'ai fait Java, Bali, un petit peu. J'ai passé 10 jours à Bali. Trop bien. T'as aimé ? En fait... Je crois que je suis allée vraiment en voyage pour voir des trucs que j'avais pas l'habitude de voir ailleurs. Et je pense que Bali, il y a un peu une vibe Espagne. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'occidentaux. Ouais. Mais même parce que du coup, c'était il y a 10 ans presque. Et ouais. Donc, même il y a 10 ans, ça avait déjà une vibe occidentalisée. Ouais. Ok. Ouais. Mais il y avait que des blancs, quoi. Pour faire court. Oui, les touristes. Et j'étais pas venue là pour ça. J'avais un focus dans ma tête où moi, je suis pas venue pour faire du tourisme d'entre-soi, rencontrer. Même si j'ai beaucoup rencontré de gens en voyage, en tout cas, j'ai évité les Français parce que j'avais pas envie de parler français. Et vu que j'avais des petites carences en anglais, je me suis dit que c'était cool de rencontrer d'autres gens. Et j'ai essayé au mieux de rencontrer des personnes qui venaient des endroits où j'allais, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Et donc, le voyage a commencé en Indonésie, j'ai fait les Philippines, je suis allée un petit peu en Australie, j'avais mon Working Holiday Visa. Ouais, mais je ne l'ai pas utilisé parce que, en fait, je me suis rendu compte que je revenais de 8 mois d'usine et que j'avais pas envie de retrouver un boulot. Tu avais envie de profiter, de vivre. Voilà, j'avais envie un peu de vivre. Tu vois, j'avais trouvé ma vie assez étouffante jusqu'à présent et c'était le seul moment où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc, j'ai fait 3 semaines à Darwin en Australie. Puis, j'ai trouvé un volontariat au Vietnam. Du coup, j'ai été en auberge, à l'accueil de l'auberge pendant 1 mois. Après, je suis partie et j'ai acheté... je suis un peu folle, tu vas te dire. Mais en fait, j'ai trouvé une nana, une Française, qui est toujours ma pote actuellement d'ailleurs, qui avait acheté une moto dans le sud Vietnam et qui avait fait tout le Vietnam à moto avec un pote à elle, je crois, et qui cherchait potentiellement à la revendre pour quelqu'un qui ferait peut-être le trajet dans le sens inverse. Et elle m'a dit, si t'es intéressée, tu peux essayer. Et moi, c'était la 2e femme que je voyais à moto. Je trouvais ça incroyable. C'est cool, ouais. J'avais jamais conduit de scooter, moto à manuel encore moins. Mais je me dis, je sais pas, en fait, comme les autres trucs de ma vie, je me suis dit, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas, let's go. On va tenter cette expérience. Et elle m'a appris, je l'ai rejoint au nord du Vietnam. On a fait au nord du Vietnam, il y a une tribu qui s'appelle les Hmong, qui sont à mi-chemin entre le nord Vietnam et le sud de la Chine.
Et c'est vraiment une tribu qui a gardé une culture hyper Ancestral. ouais, hyper ancestrale, où ils ont leur style vestimentaire particulier et où ils vivent hyper proche de la nature. Et il y a beaucoup de rizières dans cet endroit. Et on a fait un trek vraiment merveilleux où une petite famille nous a logés chez eux et tout. C'était vraiment un rendez-vous en terre inconnue. Hein. C'est peut-être 24 heures là qu'on a passé avec cette dame. Et à la suite de ce trek vraiment incroyable, j'ai essayé la moto. Et je l'ai pris, quoi. Ok. Et t'as pas. Et je suis partie toute seule en T'as direction appris comme ça, quoi. T'as pas. En fait, j'ai fait des petits tours. J'ai fait des petits tours de la ville et je suis partie direction le sud. Waouh, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est un peu fou. C'est un peu fou. Tu le referais là Je crois pas. Tu vois, quand on a grandi et qu'on vieillit, notre mental prend plus de place et on est moins dans le faire, quoi. Ouais. Ok. Et donc, tout ça, en fait, donc tout ce voyage, ça a duré combien de temps à peu près? Ça a duré 7 mois et demi. 7 mois. Et j'ai fini par l'Inde. Voilà. Okay. Après mon trek en moto au Vietnam, il y avait toujours ce truc d'amour-haine avec l'alcool, tu vois, où j'ai rencontré plein de gens dans différents endroits et je trouvais ça cool de boire avec eux, de faire des soirées avec eux, machin. C'était quand même toujours un moyen de sociabilisation. Et c'était en fond, quoi. Et c'était en fond. Mais à partir du moment où j'ai eu ma moto, j'ai eu la conscience de je conduis deux roues au Vietnam, donc je ne bois plus. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de locaux parce qu'à conduire sa propre moto, on ne s'arrête pas dans des endroits touristiques. Donc, on s'arrête dans des petits hôtels, dans des petites maisons d'hôtes. On va dans des petits commerces locaux. On achète nos fruits dans des petits marchés locaux. Ah ouais. Et j'ai vu que des endroits pas touristiques du Vietnam. C'était fou. T'as tout traversé, quoi. Ouais. Okay. Et du coup, ça m'a... En fait, c'est horrible de dire ça, mais ça m'a donné la conscience que, en fait, la vie sans alcool, elle était faisable, elle était acceptable, elle était enviable aussi. Que finalement, j'avais débloqué un truc de, j'ai pas besoin de ça. Je pensais en avoir besoin pour comme béquille durant toutes ces années, voilà. Mais je crois que j'en ai plus besoin. Et j'ai atterri en Inde après, et j'ai commencé mon voyage en Inde. Où j'ai voulu directement aller dans un ashram. Et effectivement, c'était trop bien. Et l'ashram, je me suis dit, je vais peut-être pas aimer. Je réserve dans un premier temps 1 semaine. Et en fait, j'ai fait 1 mois. Okay. Et j'ai regretté à partir. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur à partir. Là, c'est le seul endroit où il a fallu que je me force un peu de partir. Okay. Mais j'avais trop envie de... tu vois, on a à chaque fois des visas assez courts. L'Inde, c'était 2 mois. Parce que sinon, il faut aller dans un autre pays et revenir. Enfin, voilà. Et j'avais pas forcément envie de ça. Okay. Et du coup, j'avais quand même envie de visiter l'Inde, de voir autre chose. Et du coup, j'ai remonté doucement vers le Rajasthan. Ok. Et du coup, la formation de yoga, c'était là ou non, rien à voir? Non, ça m'a ouvert un peu le regard sur peut-être qu'un jour je serai prof. Mais comme d'hab, je me voyais pas vieille, et j'étais pas vieille d'ailleurs. T'étais mieux. Mais à l'époque, je me disais, je vais pas être prof de yoga, genre enseigner à des adultes, parce que je voyais pas, tu vois, les gens de 25-30 ans comme des gens de mon âge. Je voyais vraiment, je vais pas enseigner à des adultes, quoi. Ouais, en fait, te mettre dans une posture de prof. Ouais, la posture de prof, c'est quand même une posture ascendante. Oui, t'as un peu l'ascendant et encore, si on le voit comme ça. Oui, ça devient un peu intense. Mais c'est comme, en fait, quand tu apprends des choses à quelqu'un, il y a une posture d'ascendant que moi, je vois pas trop, mais on me l'a dit par rapport à l'astrologie. Tu vois, on m'a dit, ça te fait quoi de te mettre dans cette posture? Et moi, je le voyais pas du tout comme ça. Mais en fait, dès que tu apprends quelque chose à quelqu'un, tu te mets dans cette posture malgré toi, en fait. Oui. Et puis, c'est peut-être l'autre aussi qui te regarde avec des yeux de sachant. Il y a les deux à travailler. D'ailleurs, c'est super intéressant, ce truc de posture. Et je pense que pendant longtemps, je n'ai pas passé le cap d'être prof parce que je me disais, je ne suis pas assez... toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez formée, pas assez vieille, j'ai pas assez d'expérience dans la vie. Pourquoi moi? Pourquoi je ferais un truc qui est cool? Enfin voilà, tout ça. Donc je l'ai laissé dans un coin de ma tête et j'ai continué à pratiquer. Pour faire un gros résumé, je suis retournée en Inde une 2e fois et à mon retour d'Inde, j'ai emménagé à Paris.
Ok. Et à côté d'où j'habitais à Paris, où j'ai trouvé un appart, il y avait le centre Shivananda. Donc j'ai pu continuer ma pratique de yoga au centre où j'avais pratiqué en Inde. Et après, tu me dis que tu ne feras pas l'univers. Moi, ça, excusez-moi, mais il y a une partie de moi qui fait ah, mais t'es poisson en Ouais, plus. je suis poisson. Ok, ben voilà, ceci explique cela. La meuf, elle est connectée. J'ai pas le time en fait pour me concentrer sur ça. Ou ça après, ça, t'as m'intéresse pas. raison. Enfin, c'est des questions qui servent à rien dans tous les cas. En fait, je crois au hasard. Enfin, je pense que je crois au hasard. J'ai envie de me dire, c'est un délicieux hasard. Ouais, c'est beau. Voilà. Ouais. Non, mais je suis assez. Le fait de ne pas y penser, c'est mieux. Enfin, je pense que c'est mieux parce que, comme on disait, ça peut être un échappatoire. La spiritualité, j'ai l'impression, et je le vois de plus en plus, parce que en plus j'y suis dedans, que c'est un peu un échappatoire pour beaucoup de gens. En mode, au lieu de vivre, tu essayes de heal, de guérir des choses, au lieu de les vivre, et surtout on guérit en vivant. Oui, mais parfois c'est pas facile. Ben, tu vois, quand tu es en dépression, tu peux plus être dans l'action. Ouais, c'est vrai. Tu as ce moment, enfin, je parle de la dépression, c'est le truc intense, mais entre les deux, tu as les phases de déprime. Quand tu es même en déprime, tu es moins dans l'action. Et tu as des phases quand même de guérison. Mais c'est souvent l'action qui fait que tu sors de ces phases, en fait. Enfin, moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, j'ai des petites phases, comme tout le monde, de déprimo. En fait, c'est dans l'action souvent que même le mouvement, le yoga, de bouger et tout, en fait, de bouger le corps, tu vas sortir un peu de ces états un peu, comment on dit, végétatifs. Léthargiques. Léthargiques, quoi. Ouais. Mais après, en fait, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que moi, j'ai eu une phase dépressive quand même assez intense. Une fois que j'avais tout un peu, que je pensais tout avoir réglé dans ma vie, que j'étais à Paris, j'étais trop heureuse d'être à Paris, j'avais rencontré mon mari, j'avais retrouvé des études, une alternance. Et c'est à ce moment-là où j'avais tout aligné que j'ai eu un gros down, tout a lâché. Mais j'ai pas eu la dépression style t'es dans ton lit et tu fais rien. J'ai eu la dépression où moi j'ai pu continuer à faire du yoga, j'ai pu continuer à avoir une vision d'entrepreneuriat, avoir de la créativité mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Il y a des dépressions qui sont mais down, du coup, comment tu savais que tu étais en dépression? J'ai vraiment eu une grosse crise d'angoisse. Je pense que c'était ça l'élément déclencheur. J'en avais jamais eu. Et je pense pire, je jugeais les personnes qui étaient un peu pas bien, dépressives. Pour moi, qui étaient toujours dans l'action, je comprenais pas les gens qui étaient horribles, parce que j'en suis revenue et voilà, plaintifs, pas bien, parce que pour moi, on était tous un peu maîtres de nous-mêmes. Je comprends. Et en vrai, le jour même, je suis allée voir un psychiatre qui m'a donné des... je suis jamais retournée travailler, je suis jamais retournée à l'école. Voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Alors qu'il m'a dit ne prenez pas de décision hâtive. C'est vraiment un bon conseil d'ailleurs. Mais après, c'est le corps qui a parlé pour toi là. Oui, c'est un peu ça. Et en fait, tant pis. Moi, j'ai senti que c'est vrai, j'avais poussé le bouchon hyper loin. L'école, ça me plaisait pas plus que ça. Et en fait, je trouvais dommage que j'avais pas beaucoup de temps pour étudier parce que le travail me prenait beaucoup de temps. En fait, j'avais un travail où on me demandait des tâches à faire à partir de 5h du mat jusqu'à 1h du mat, alors que j'étais juste alternante. Et on me demandait de travailler pendant les week-ends, pendant les jours où j'avais école. C'était 3 jours de jour, le mode d'alternance. Mais du coup, c'était un burn-out. C'était un peu un burn-out. Et du coup, j'ai commencé une formation à Paris de prof de yoga. Je me suis formée, je crois, en 2-3 mois. Ah, c'est rapide. Ouais, assez rapide. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Hatha et Vinyasa? Plus en détail. Alors, pour l'expliquer simplement, le Hatha, c'est un yoga postural dans lequel on maintient les postures en théorie entre 30 secondes et 3 minutes. Donc, on dit que dans la Hatha, la méditation vient en tenant la posture longtemps. C'est en gardant la posture que j'arrive à lâcher le mental pour te concentrer sur la posture. Vinyasa, l'opposé, c'est des enchaînements de postures. Et justement, en Vinyasa, on dit que la méditation, elle vient en mouvement, en répétant des mouvements répétitifs, donc des salutations du soleil, plus ou moins compliquées, avec plus ou moins de postures dedans. Trop bien. Et du coup, toi, tu avais fait plus Hatha en Inde. Dans l'ashram et tout, c'était plus du Hatha. C'était Mais de toute façon, là-bas, c'est la base.
il y a plein de yoga, mais c'est vrai Oui. que la base du yoga, ça veut dire, c'est la méditation, c'est la respiration, c'est pas forcément le mouvement. On pense que c'est le mouvement. Alors, il y a plusieurs écoles. Par exemple, Mysore, c'est du coup dans le est de l'Inde. Ok. C'est là d'où vient l'Ashtanga. Ok. Donc là, ils ont des écoles très Ashtangi, Vinyasa. Enfin, Ok. Le Vinyasa, c'est quand même un dérivé de l'Ashtanga. Mais où je suis allée, c'était que du Hatha. Donc Ok. yoga postural, on tient les postures, on souffre un peu dedans. C'est pas forcément plus facile le fait que ce soit doux et que ça aille pas vite. Ben moi, je trouve ça plus dur le hatha que le vinyasa parce qu'en fait, tu n'as pas l'élan presque. Pas un élan, mais le fait d'enchaîner, en fait. Non, c'est un rapport différent avec le mental, c'est vrai, parce qu'en vinyasa, tu ne penses pas à ton mental parce que tu penses à tes pensées, tu penses à tes mouvements, ta respiration, ton équilibre. Et l'inverse, en hatha, tu as les pensées qui veulent revenir parce que tu maintiens la posture, mais pour maintenir la posture, il faut laisser les pensées de côté, sinon te tu tombes concentrer. direct. Je repensais au fait que tu as fait des études de communication et que là, tu développes beaucoup ta création de contenu pour le studio. Du coup, je pense que l'envie de communication qui était sous-jacente de yoga, en fait, on finit toujours par faire les choses qu'on avait envie plus jeune, tu vois. Parce que, en fait, au final, tu n'as peut-être pas continué les études de communication, mais tu fais de la communication tous les jours pour le studio. Durant mon voyage en Asie, j'ai eu cette un peu crise existentielle de la com, j'aime trop ça. C'est quand même super agréable. Moi, j'ai un côté super créatif et les tâches administratives, compta, tout ça, bon, je dois les faire, mais c'est pas ce que je préfère dans la vie. Et du coup, faire de la com, oui, j'adore ça, mais pas pour n'importe quoi. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je sais pas si c'est la bonne expression qui va là, mais c'est toujours plus facile de faire les choses pour soi, de faire la communication pour soi, de faire le truc pour soi, de monter sa boîte. En fait, souvent, on croit que c'est compliqué. Alors oui, mais c'est comme un bébé. Tu vois, c'est dur de s'occuper des enfants des autres, mais de s'occuper de ses enfants, c'est naturel. Tu montes une boîte, c'est plus dur, mais c'est plus naturel. C'est-à-dire que tu fais les choses pas en te forçant, mais tu fais les choses parce que tu sais que tu dois nourrir ton projet et le porter, tu vois. Ouais. Donc, et être la seule décisionnaire, c'est quand même... c'est beau et difficile. Parlons de création de contenu et de réseaux sociaux. C'est vrai qu'en fonction de ce qu'on regarde et ce qu'on follow, on peut avoir des trucs qui nous mettent mal ou des trucs qui nous font nous sentir bien. Donc ça, c'est le gros sujet. Plus maintenant qu'avant, parce qu'avant, tu avais moins de créateurs et moins de messages. Mais toi, comment tu te sens par rapport à ça et par rapport au studio ? Est-ce que ça t'est venu assez naturellement Quand je me suis lancée en tant que prof 2020, j'ai direct ouvert mon compte Instagram et j'ai direct parlé face cam. Et je sais pas, comme si ça allait avec le métier. Genre, j'ai pris le package prof, réseaux sociaux, parce que pour moi, à l'époque, c'était peut-être le seul moyen de me faire connaître, le moyen le plus facile, celui avec lequel j'avais le plus l'habitude. Voilà, j'ai pas trop réfléchi, c'est comme si ça venait avec. Voilà, donc j'ai pas trop de réponse à tes questions, mais à part, je me suis lancée comme ça. Et c'est vrai que c'était la période du Covid, il y avait quand même l'émergence du body positive, body neutral. On voyait des femmes avec des vergetures, avec de l'acné, avec des corps de différentes formes. Ce qu'on voit de moins en moins là. Il y a une petite tendance qui se... Et ayant adhéré à cette mouvance, je me suis dit que j'étais légitime. Enfin voilà, le truc à poster des choses avec ma tronche, même si... Et mon mari m'a dit parfois, t'abuses quoi, tu es trop naturelle. Parfois ça m'arrivait de me filmer avec, tu vois, la marque de l'oreiller, enfin des trucs où j'avais pas trop calculé. Pour moi, j'avais juste pris mon téléphone, je démarre ma journée de travail, je filme un truc parce que ça me vient par la tête. Et mon mari me disait, un peu de mise en scène, ce serait pas mal des fois. Et il a raison, parce que du coup, j'ai pas cette barrière de je dois créer du contenu. Pour moi, c'est plutôt naturel. J'ai trop peu de temps à y accorder. Ça me frustre un peu, parce que c'est un peu la partie que je préfère, pas parce que j'adore me montrer, mais parce que c'est créatif et j'aime ça. Mais il me faudrait plus de temps. Mais je peux pas ne pas donner de cours, ne pas préparer ma salle, ne pas faire ma compta, ne pas faire mon admin et tout. Donc ça fait partie du jeu. C'est une question d'organisation aussi. Moi, je suis pas très bonne en organisation. Et c'est vrai d'avoir, je pense pour ma création de contenu, il faudrait peut-être
3-4 heures mis bout à bout Dans la semaine? dans la semaine pour me concentrer aux idées, tournage, montage, écriture des légendes, on va dire. Et j'arrive pas à me les octroyer. En tout cas, ce que j'ai remarqué, moi, pour mon business actuel, c'est que c'est pas la création de contenu en elle-même pure qui m'attire des clients. Oui. Et c'est pour ça que j'y accorde pas plus de temps et d'énergie. Il y a eu des périodes où j'y ai mis beaucoup plus de temps et d'énergie. Mais là, je trouve que... en plus, pour moi, c'est facile, c'est une planque, c'est un travail que j'aime, mais c'est un peu, t'es tout seul, t'es en sous-marin, machin. Et en fait, c'est pas ça qui fait vendre. J'ai l'impression que c'est pas ça qui vend en direct. Que c'est peut-être mieux pour moi de déposer des flyers, de rencontrer des professionnels de santé. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille avec lesquels collaborer. J'ai l'impression qu'il y a des actions qui sont plus phares actuellement. Et ça a été justement difficile de limiter les trucs que j'aime pour faire des trucs que j'aime qui pas. sont efficaces pour... Qui sont un peu plus efficaces. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans, du coup, ta part de l'entrepreneuriat, le fait d'ouvrir un studio, le fait d'avoir ta boîte, le fait de, justement d'être ton propre patron, et qu'est-ce qui est aussi le plus difficile là-dedans? Je vais commencer par le plus difficile. C'est vrai que quand tu lances ta boîte, et avant j'étais en auto-entreprise, donc c'était un peu différent. C'était pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes risques, etc. Mais t'as pas besoin de comptable, compta c'est moins important. Oui, et puis j'avais pas vraiment de loyer fixe, même si j'ai déjà eu un lieu en Île-de-France. Bon voilà. T'avais ton studio Non, en fait j'ai loué pendant 3 ans à Saint-Maur-des-Fossés une salle qui est devenue mon lieu où je faisais mes cours. Mais bon voilà, j'avais pas de bail en fait. Je payais sur facture le lieu, mais j'avais pas de contrat. Comme un coworking où tu vas louer un endroit dans un voilà. Et donc là, c'était plus engageant de se prendre ce lieu avec un contrat sur 2 ans. Et puis, alors, ce qui est difficile, c'est l'engagement de dire, il faut que ça marche finalement. Entre guillemets, j'ai pas d'autre choix que ça marche pas. C'est la solitude parce que j'ai de la chance d'avoir des élèves trop cool et de rencontrer des gens comme toi trop cool. Mais la plupart de mes journées, je les passe seule. Et comme je disais tout à l'heure, tu tombes vite amoureux de tes propres idées ou tu t'enfermes vite dans des tâches que tu adores et tu délaisses tous les trucs qui te mettent un peu mal à l'aise. Donc c'est ça qui est difficile. Financièrement, c'est quand même difficile. J'ai pas ouvert la boîte avec beaucoup d'argent et si c'était à refaire, j'aurais fait différemment. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes, les mêmes visions des besoins d'une entreprise. Quand tu n'as jamais monté de boîte, tu te dis avec 10 000 euros, je peux faire beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avec 10 000 euros, je peux faire beaucoup de choses. Je fais un prêt de 10 000 euros, ça va me suffire pour ouvrir. Et en fait, quand tu vois le prix de ton loyer pro, le matériel qu'il faut acheter au début, la décoration, les frais en communication et la trésorerie qu'il te faut pour te lancer, tu peux le multiplier par 5 voilà, pour être un peu plus confortable. J'avais pas cette vision. Pour moi, 10 000 euros, c'était énorme. Donc, voilà. Donc, erreur. Demandez plus d'argent à votre banque parce qu'après, c'est plus difficile, en fait. De en faire 2 ou 3. De faire différents prêts. D'accord. En fait, bien structurer ton besoin initial, ça fait plus crédible à la banque. Tu peux pas retoquer et leur dire il me manque. C'est vrai, j'avoue. C'est plus difficile en fait. Ok, non mais c'est un bon point pour tous ceux qui se lancent. C'est bon à savoir. Il faut pas, vaut mieux demander plus, je pense. Vaut mieux voir grand et après tu rembourses plus vite à la limite ton prêt, tu vois. Ouais. Okay. Et puis même tu l'échelonnes différemment. Moi, ils m'ont imposé un échelonnage sur 2 ans, donc j'ai des grosses mensualités, mais ça a du bon. Parce que je finis bientôt de payer mon premier prêt. Donc, voilà. Donc ça, c'est la partie financière. En termes de mindset, en fait, je crois que moi, quand j'ai ouvert, il y avait un truc que j'arrivais pas à me l'approprier, cette entreprise. Et je me disais, c'est trop beau pour être vrai, voilà.
Et il y a quand même un travail de mindset à avoir. Posture, d'être dans la posture, toujours un truc de posture. Qu'on développe avec le temps. En fait, Ok. je crois qu'il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas ouvrir et faire « Hey, c'est mon studio, machin ». Enfin, je sais pas. Moi, ce n'était pas le cas en tout cas. Après, pour ce qui est du positif, j'ai les horaires de travail que je décide d'avoir. J'ai les élèves que je décide d'avoir aussi. Enfin, dans le sens où... on attire malgré nous les énergies qu'il nous faut et qui nous... J'ai une pote sur Insta qui est coach à Bali et elle a sorti un livre sur « Deviens le match énergétique de tes clientes ». Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, elle, sa théorie, c'est qu'on attire à nous des gens qui matchent notre énergie, mine de rien. Mais je te rejoins. Je ne l'ai pas théorisé, mais je te rejoins dans le sens où, au début, j'ai quand même essayé de plaire à tout le monde. Parce que je ne connais pas le marché marseillais. J'avais genre 2-3 clientes en ouvrant. Enfin, je suis partie de zéro. C'est normal, quelque part, un petit peu de... Et en fait, je me suis dit, je vais faire tous les cours possibles et inimaginables. Je mets autant de cours de Vinyasa que de Hatha, alors que moi, j'ai plus une vibe Hatha. Donc, il y a certaines personnes qui recherchent un yoga hyper dynamique avec lesquelles je ne matche pas forcément. Et qui me disent est-ce que tu peux faire encore plus intense? Et moi, je disais oui. Tu vois, l'envie de dire oui à tout le monde. Ouais. Et maintenant, je leur dis non. Toi, c'est plus lent, en fait. Tu vas t'attirer les gens qui cherchent la méditation dans le hatha, quoi. Un retour à soi. Après, je propose des cours plus dynamiques, mais ce ne sera pas les cours les plus dynamiques du monde. Voilà. Et je sais plus le verbaliser maintenant. Mais avant, j'avais envie de dire, oui, je peux faire beaucoup plus dynamique. Mais après, je me suis tuée au cours. Mais c'est normal qu'on essaye d'être... Au début, tu testes les marchés, en fait. Et c'est petit à petit. Moi, je trouve que quand même, tu as pas mal... De toute façon, tu as la vibe prénatale, yin, qui n'est pas beaucoup sur Marseille. Parce qu'on est dans des studios de fitness. Souvent, les studios de yoga, c'est des studios de fitness. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est marrant parce que les élèves, elles aiment plutôt les choses que j'aime moi. Et du coup, c'est du yoga un peu plus doux. Donc, soit du yoga complètement doux, axé relaxation, soit du yoga comme le hatha avec un peu d'engagement musculaire, soit des choses avec un peu plus de mouvement, mais sans que ce soit de la décharge, en fait. C'est pas non plus une activité de décharge. Même dans mes cours de Vinyasa, tu vois, il y a Non, tu n'as jamais participé à mais je crois que le premier que j'avais fait, c'était Vinyasa. Début quand même calme, une mise en action, peut-être 20-25 minutes de salutations enchaînées, et puis un retour au calme. Donc en fait, la partie intense, elle dure 20-20. Et au final, non, ce qui est intéressant, je trouve, dans la pratique, c'est d'apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, tu as le temps dans une séance de yoga d'observer ton mental, de voir quelles pensées reviennent régulièrement, et dans quelle posture tu t'agaces, et dans quoi tu as le plus de facilité aussi. Et c'est un peu un moment que tu t'octroies d'introspection. Et en fait, tu en ressors avec de vraies leçons pour ta vie de tous les jours. Un peu plus de souplesse mentale, tu vois, tu peux un peu plus laisser couler les choses sur toi. Et tu as des techniques aussi que tu ramènes à la maison pour si tu as mal au dos, pour si tu es stressé. Et la respiration, c'est vraiment la clé au fond. Je pense qu'on la délaisse. C'est vrai que, moi, c'est vrai que je fais moins de yoga que de méditation maintenant, alors qu'à la base, c'était plus yoga et ça m'a amenée à la méditation. C'était trop intéressant. Merci beaucoup, Laura. Merci on aura l'occasion d'en refaire, j'espère. Oui. Voilà. Et merci d'avoir accepté ce podcast expérimental où on Avec plaisir. teste, ça m'a fait plaisir.